L'atelier d'aujourd'hui porte sur le passeport d'accessibilité à la fonction publique, le passeport d'accessibilité en milieu de travail du gouvernement du Canada et nous allons aller un petit peu dans les détails aujourd'hui. Nous allons voir comment on utilise le passeport, pourquoi il est important et quels sont certains aspects qui font de ce passeport un outil qui permettra de simplifier le processus d'adaptation en milieu de travail et donc qui permettra aux employés de la fonction publique et éventuellement aux candidats à des emplois de la fonction publique d'avoir une meilleure expérience au niveau de l'emploi dans la fonction publique. Alors, notre atelier se divise en trois parties. La première partie où nous aurons une conversation sur des aspects importants du passeport. La deuxième partie où nous illustrerons l'utilisation du passeport à travers des scénarios qui sont réels, bien qu'aujourd'hui, vous verrez des gens jouer le rôle d'employés, de gestionnaires et d'experts en accessibilité. Et la troisième partie qui est une série de questions-réponses sur des aspects, encore une fois, des aspects importants du passeport. Et nous terminerons cet atelier en vous offrant la possibilité de nous poser des questions, de faire des commentaires. Et je veux rappeler à tous et à toutes que si on n'a pas l'occasion de répondre à toutes les questions, que nous ferons suivre de l'information par courriel à tous les participants. Alors, et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à reconnaître que je suis située aujourd'hui sur les territoires non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. Je vous parle aujourd'hui d'Ottawa et j'aimerais vous inviter, chacun et chacune d'entre vous, à réfléchir à notre histoire, à réfléchir à l'impact des événements historiques que nous connaissons et à reconnaître le rôle et l'importance de nos peuples autochtones dans tout ce qui est notre histoire, mais aussi leur rôle actuel. Alors, encore une fois, je vous invite à penser où vous êtes et à faire et à reconnaître l'importance de ce territoire. Bon, donc sans plus tarder, je veux tout d'abord reconnaître le travail immense de l'équipe qui a préparé cet atelier et nous aurons l'occasion de remercier tout le monde à la fin. Mais pour cette première partie, qui est vraiment la partie où nous allons offrir de l'information sur le passeport et comment l'utiliser, j'ai le plaisir immense et le privilège de partager cette partie avec ma collègue Clara Morgan. Alors, Clara est actuellement la directrice par intérim du Fonds habilitant pour le milieu de travail, qui est le fonds dans lequel le gouvernement du Canada a investi pour faciliter, pour améliorer la situation au niveau des adaptations du milieu de travail et qui est le fonds qui finance finalement, qui soutient le passeport du gouvernement du Canada dans le milieu de travail. Alors, bonjour Clara. À vous. Bonjour Luna, bon matin. Je suis tellement contente d'être avec vous ce matin et je suis en train de prendre mon café et je crois qu'on est ici pour avoir une conversation à propos d'un outil fantastique qui s'appelle le passeport pour l'accessibilité au milieu de travail. Et j'aimerais bien vous poser quelques questions à propos de cet outil fantastique. Excellent, mais merci et merci d'être ici. Et voilà, on peut passer tout de suite à nos questions. Merci, Luna. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien commencer avec la loi canadienne sur l'accessibilité qui est entrée en vigueur en 2019. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus à propos de cette loi et pourquoi cette loi est importante et pourquoi c'est lié au passeport?
Tout à fait. Eh bien, merci Clara. Donc, je ne vais pas aller dans les détails de la loi canadienne sur l'accessibilité, mais je vais plutôt retenir certains aspects qui, comme vous le dites, sont beaucoup plus reliés au passeport. Alors, le premier, c'est que la loi canadienne sur l'accessibilité, elle a mis en valeur une définition beaucoup plus large de ce que, au Canada, on considère comme une personne en situation de handicap. Alors, on parle de situation permanente, de situation temporaire, de situations épisodiques. On parle de conditions physiques, mentales, au niveau de l'apprentissage, au niveau sensoriel. Donc, c'est une définition qui est très, très large et je vous inviterai tous, si vous l'avez déjà fait, à consulter la définition de la loi canadienne sur l'accessibilité. Le deuxième point, c'est que la loi, hem, prend une approche qui est beaucoup plus proactive et qui, finalement transfère une bonne partie de la responsabilité pour tout ce qui est l'élimination des obstacles auxquels font face les personnes en situation de handicap. La loi transfère vraiment ou met l'accent sur la responsabilité organisationnelle. Alors, tous les organismes fédéraux et sous juridiction fédérale qui sont assujettis à la loi, tous ces organismes se doivent de éliminer les obstacles à la participation des personnes en situation de handicap et en particulier à la participation au niveau de l'emploi. Le troisième aspect, c'est que c'est le principe rien sans nous qui est vraiment, inclus dans la loi et qui reconnaît que les personnes en situation de handicap ont une place importante, un rôle important à jouer, au niveau de tout ce qui, toutes les décisions, toutes les discussions qui les affectent ou qui les concernent. Et finalement, et je pense que c'est important de se le rappeler étant donné que nous sommes au mois d'octobre 2022, un point important, c'est que tous les organismes du gouvernement du Canada devront soumettre un plan d'accessibilité d'ici la fin décembre 2022. Alors, la fin décembre 2022, c'est demain matin et on s'attend à ce que les organismes aient soumis leur plan d'accessibilité à cette date-là et qu'il soit rendu public. Alors ça, c'est pour la loi. Merci Luna. Très bonne explication. J'ai mis quelques définitions dans le chat pour vous à propos quel est le handicap selon la loi. Euh, J'aimerais bien vous demander une autre question, Luna. Quelles sont les mesures d'adaptation du lieu de travail et pourquoi sont-elles importantes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Certainement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mesure d'adaptation en milieu de travail? Ça, c'est important de comprendre parce que pour assurer une pleine participation des personnes en situation de handicap, il faut d'abord qu'on ait un environnement accessible. Il faut donc, je donnerai des exemples, rapidement, des rampes d'accès, des ascenseurs, des logiciels accessibles, un milieu de travail, harmonieux et tranquille qui permette aux gens de se concentrer. Voici l'environnement. Le deuxième aspect, c'est la culture. Donc une culture qui respecte, les individus et qui apprécient leurs valeurs pour ce que chacun d'entre eux ou d'entre elles apporte au milieu de travail. Et le troisième, évidemment, ce sont les adaptations en milieu de travail. C'est ce qui permet à un individu de bénéficier ou de tirer plein profit, plein avantage de cet environnement accessible et de cette culture accueillante qu'on veut créer. Alors, un exemple très, très rapide. Hem, des documents accessibles,
Ça fait partie d'un environnement, ça fait partie d'une façon d'éliminer des obstacles dans l'environnement. Et Microsoft Word, par exemple, a plein de d'aspects qui permettent de créer des documents accessibles, plein de fonctionnalités. Par contre, pour une personne, qui rencontre des obstacles au niveau de l'accès à l'information, eh bien, un logiciel de lecture d'écran, c'est ça la mesure d'adaptation qui est unique à cet individu et qui va lui permettre de pouvoir lire ce document accessible qu'on aura créé en utilisant Word. Et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important parce que, c'est ce qui permet c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui permet d'égaliser le terrain, pour les personnes en situation de handicap. C'est ce qui va leur permettre de réussir au travail. C'est ce qui va leur permettre de réaliser leur plein potentiel. C'est ce qui va leur permettre aussi, de pouvoir réussir en milieu de travail. Et peut-être qu'en passant, je peux rappeler à tous nos participants que le gouvernement s'est engagé à créer une fonction publique inclusive et accessible et qu'en plus, nous devons embaucher 5 000 nouvelles personnes en situation de handicap d'ici 2025. Donc, il faut créer les conditions pour que ça puisse se faire de façon facile et de façon, rapide pour que tout le monde puisse commencer à travailler et être productif le plus vite possible. Merci Luna. Et je crois OK? qu'on essaye de créer de bonnes conditions au travail et quelquefois on parle, ou souvent on parle d'avoir une approche qui est oui par défaut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire une approche qui est oui par défaut? Oui, bien sûr. On a beaucoup parlé de oui par défaut. Et ce qui est important, vraiment, quand on dit, ce que ça veut dire «oui par défaut», ça veut dire que notre cadre législatif au Canada, qui est un cadre qui est basé sur les droits de la personne, qui est basé sur la loi sur l'équité en matière d'emploi et qui est basé maintenant sur la loi canadienne de l'accessibilité, dit que les organisations doivent offrir des adaptations raisonnables en milieu de travail. Donc, chaque employé a le droit de demander des adaptations en milieu de travail. Chaque demande doit être considérée de façon rapide et efficace. Et en tant que représentant de l'employeur, donc représentant de l'organisation, les gestionnaires se doivent de considérer et d'accepter les demandes raisonnables d'adaptation en milieu de travail. Ça ne veut pas dire que on doit dire oui à tout ce que les employés demandent, mais ça veut par contre dire qu'on a une véritable obligation et une véritable responsabilité de demander aux employés: «Qu'est-ce que je peux faire en tant que gestionnaire pour que tu puisses être au meilleur, que tu puisses réussir le mieux dans ton travail?» Merci Luna. C'est vraiment bien de savoir un peu plus qu'est-ce que ça veut dire oui par défaut. Et maintenant, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vraiment, quel est le passeport? Oui. Euh, on a conçu le passeport, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente le passeport pour nous ici? Eh bien, le passeport et j'inviterai, tous nos participants à se rendre sur la page de canada.ca où on peut trouver d'abord le passeport, le document du passeport comme tel et plusieurs ressources qui expliquent ce qu'il est. Mais ce que je peux vous dire en relation avec la question de «oui» par défaut, c'est que le passeport, c'est l'outil qui va me permettre à moi, en tant qu'employé, d'expliquer à mon gestionnaire: «Voici comment je fonctionne. Voici ce qui m'est nécessaire pour pouvoir
faire le meilleur travail possible, étant donné les responsabilités qui me sont confiées. Le passeport, c'est ce qui permet une conversation ouverte et positive entre l'employé et le gestionnaire. Parce qu'au fond, le but est commun. Le but de l'employé et du gestionnaire, c'est de trouver des solutions pour que l'employé puisse être productif, efficace, et qu'il puisse avoir une expérience de travail euh, agréable, encourageante, épanouissante, tous ces bons mots, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'outil pour faciliter cette conversation. Et c'est l'outil qui permet à, ces 2 parties, donc l'employé et le gestionnaire, de travailler ensemble pour arriver à cet accord, pour arriver à ce «oui» dont on parlait, à cet accord pour s'entendre sur les outils ou les mesures qui seront mises en place, pour soutenir l'employé. Alors c'est pour ça, c'est là où arrive le passeport dans cette question de «oui» par défaut. Et c'est pour ça que le passeport est important. C'est un outil d'explication, c'est un outil de dialogue et c'est un outil pour en arriver à une entente. Et merci Luna. Et je crois que la vision de passeport est de simplifier le processus de mesure d'adaptation. Alors, on a organisé le passeport, on parle de situation de travail, on parle des obstacles, puis on parle des solutions. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples à propos de ces trois catégories, les trois thèmes? Oui, bien entendu, bien sûr. Ce qui est important, c'est que de penser que le passeport, vraiment, ça se centre sur sur le travail à accomplir, sur les tâches à accomplir et sur les meilleures façons, d'équiper ou d'outiller les employés pour qu'ils puissent accomplir ces tâches. Alors c'est pour ça qu'on a on a un petit peu, trouver cette façon simple d'expliquer ce qu'est le passeport. Alors le passeport, d'abord, regarde la situation de l'employé. Alors, c c'est quoi? Est-ce que c'est une situation où l'employé participe à un processus de dotation, par exemple? Ça pourrait être une situation. Est-ce que l'employé a un travail, qui est un travail, par exemple, d'analyste de politique? Ou si au contraire, c'est un travail qui est sur le terrain, par exemple, sur un bateau, du ministère des pêches et océans? Est-ce qu'il s'agit d'une situation où l'employé va travailler sur place, dans les locaux de l'organisation ou est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle de nos jours, une situation hybride ou alors il y a une partie sur place et une partie, de façon, virtuelle? Alors c'est toutes ces informations qui sont importantes et qui définissent finalement, non seulement les obstacles que les personnes vont auxquels les personnes, vont avoir à faire face, mais aussi qui permettent, de regarder les solutions pardon. Donc, ce sont les solutions qui vont permettre, de, surmonter ces obstacles et que l'employé puisse être aussi productive que possible. Alors, évidemment, j'ai donné des exemples de situations. On peut donner des exemples d'obstacles. Alors, des obstacles, ça peut être, une personne qui a besoin, d'un environnement, par exemple, d'un ordinateur adapté, d'un bureau qui est mobile et dont on peut, faire varier la hauteur, d'un écran d'ordinateur, qui est d'une certaine grandeur ou d'une certaine configuration, d'un environnement, tranquille où la personne puisse se concentrer, de mesures telles que, par exemple, des,
des moments identifiés sur l'emploi du temps de la personne ou le calendrier de la personne pour qu'il ou elle puisse travailler de façon à se concentrer. Donc, c'est toute une série. J'ai parlé d'obstacles et en même temps, je ne peux pas éviter que de parler de solutions parce qu'il y a des obstacles, en effet, mais il y a des solutions. Et puis, c'est ça que le passeport essaye de vraiment de mettre en valeur. Le fait que oui, il y a des situations, oui, il y a des obstacles, mais bien entendu, il y a des solutions et lorsque les 2 parties, l'employé et le gestionnaire travaillent ensemble et souvent avec le soutien, des spécialistes en ressources humaines ou des spécialistes en adaptation en milieu de travail, eh bien, on peut arriver à ces solutions. Merci Luna. On commence à avoir beaucoup de bonnes questions dans le chat et je crois on va répondre à une de ces questions parce que c'est déjà prévu cette question. C'est à propos des documents justificatifs qu'on doit avoir. Par exemple, une personne demande quels sont les documents qui doivent faire partie de ce passeport. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de renseignements? Et juste pour vous dire, Luna, on a à peu près 5 minutes de plus, alors on va focaliser sur Oui, les points importants. important. Je regardais l'heure également, Clara. Merci. Alors, oui, la question de la documentation et de la justification, c'est une question qui revient très, très souvent. Le but Un des objectifs principaux du passeport, c'est de simplifier le processus. C'est d'éviter qu'on passe un an à échanger, des notes du médecin ou des évaluations ou, des documents de toutes sortes, alors que, par exemple, on saurait, l'employé et le gestionnaire, sont en mesure d'identifier les solutions. Alors, c'est d'éviter ce genre de situation, les délais, le stress finalement qui est causé par tout ce genre de démarches. Alors, la documentation, c'est important quand ni l'employé ni le gestionnaire, soit ne savent, heu, quelles sont les meilleures solutions ou alors, ils ont un peu de difficulté à s'entendre sur les meilleures solutions. C'est là que la documentation est utile. C'est là que l'expertise de gens comme des ergothérapeutes, comme quelqu'un qui a une expertise en adaptation du milieu de travail et nous allons voir quelqu'un plus tard dans cet atelier, c'est là que leurs conseils, leurs évaluations sont utiles. Mais pour le passeport, on n'a pas besoin d'informations sur la nature de la condition, sur les traitements que la personne doit subir, sur les détails médicaux. On n'a aucun besoin de détails médicaux. Ce dont on a besoin lorsque il y a des questions sur les meilleures solutions, c'est vraiment des détails sur l'évaluation et les recommandations spécifiques au milieu de travail. Donc, dans un milieu de travail, par exemple, où on est dans un environnement tout ouvert et la personne a besoin d'espace tranquille, quelles seraient les recommandations, par exemple? Oui, c'est un très, très bon exemple parce que dans le chat, je vois les gens sont un peu préoccupés avec les exemples cités qui sont limité aux besoins physiques, mais c'est pas vraiment des besoins physiques, mais Non, pas du aussi tout. ça comprend l'organisation de travail, des obstacles qui sont liés aux organisations de travail. So, merci beaucoup, Luna, pour cette réponse. J'aimerais juste faire un suivi à propos de notre question qui est dans le chat et qui est liée à nos questions. C'est que ça semble que ça semble très complexe, remplir un passeport et le chemin de passeport. Est-ce qu'on doit passer beaucoup des heures entre l'employé et le gestionnaire pour remplir un passeport? Qu'est-ce que c'est le chemin qu'on doit suivre dans un organisme quand on intègre le passeport, par exemple? Eh bien, évidemment, je vais vous donner la réponse qui est malheureusement, peut-être pas aussi précise qu'il le faudrait. C'est-à-dire que ça dépend de la situation. Ça dépend, des obstacles que l'employé rencontre, ça dépend du milieu de travail. Mais
ça n'a pas besoin d'être complexe. Ça a besoin de suivre un processus et je vais donner 2 exemples un peu différents. Alors le premier où l'employé, a déjà eu des mesures d'adaptation ailleurs et ces mesures fonctionnent. Donc, l'employé connaît les obstacles qu'il ou elle rencontre et aussi connaît les solutions qui fonctionnent. Alors, la conversation et remplir le passeport dans ce contexte-là est plutôt simple. C'est d'expliquer au gestionnaire, voici comment je fonctionne, voici ce qui fonctionne pour moi, voici ce qui a déjà fonctionné et est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que vous allez me fournir soit l'équipement, soit les mesures. Et je veux mettre l'emphase sur les mesures parce que, évidemment, comme vous disiez, Clara, toutes les mesures ne de toutes les adaptations, c'est pas, de l'équipement, c'est pas des logiciels, c'est aussi des mesures qui permettent aux gens de mieux fonctionner. Alors, comme par exemple, des lumières, qui ne causent pas de migraine, par exemple, un environnement plus sombre pour les gens qui travaillent mieux dans cet environnement-là. Par exemple, une liste par écrit des tâches, à accomplir qui permet à l'employé de se retrouver plus facilement et de mieux s'organiser. Alors, finalement, l'idée, c'est que quand l'employé et le gestionnaire peuvent s'entendre facilement sur quelles sont les solutions, eh bien, le processus est simple. On le documente dans le passeport, on a la conversation, peut-être ça prend plus qu'une conversation, mais on a une conversation et à la fin, les 2 parties, donc l'employé et le gestionnaire, signent l'entente du passeport et la responsabilité de mettre en œuvre les actions revient au gestionnaire. C'est peut-être pas le gestionnaire qui va tout faire, mais c'est lui ou elle qui est responsable de s'assurer que ça se fasse. La Merci, deuxième Luna. situation, Oh, juste, Clara, plus excusez-moi, c'est excusez-moi. correct. La deuxième situation qui est peut-être un peu plus complexe et c'est lorsque soit que l'employé ne sait pas, c'est une situation nouvelle ou c'est des conditions nouvelles, soit que le gestionnaire n'est pas trop sûr, de ce qui va fonctionner. Alors dans ce cas-là, il faut vraiment faire appel soit à des spécialistes en ressources humaines dans l'organisation, soit à des spécialistes de l'adaptation en milieu de travail, par exemple, au programme, d'adaptation en milieu de travail qu'offre Services partagés Canada, et donc de faire appel à des ressources qui peuvent, donner des conseils et des conseils objectifs. Donc au fond, l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui est neutre et qui est là pour soutenir aussi bien l'employé que le gestionnaire et lorsque ces recommandations existent, eh bien, encore une fois, on les documente dans le passeport et on va arriver à signer l'entente. Dans ce cas-là, le processus est parfois un petit peu plus complexe. Voilà, Ah, merci, je m'excuse d'avoir pas de problème. pour l'interruption. Il y a plein de questions dans le chat. On va répondre à toutes ces questions, Tout à pas fait. maintenant, mais peut-être dans un courriel, on va mettre les réponses pour toutes ces questions. Mais juste une question finale avant qu'on parte, Luna. Est-ce que le passeport a besoin de l'approbation d'un gestionnaire? Est-ce que l'employé doit euh, demander à son gestionnaire pour l'approbation du passeport? Excellente question. Alors, le passeport, c'est une entente entre 2 parties. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui demande et quelqu'un qui approuve. Il y a une entente entre les 2 parties. Là où on aura besoin d'une approbation, c'est lorsque le gestionnaire, ira mettre en œuvre les mesures ou les solutions sur lesquelles on se sera entendu dans le passeport et si, ces mesures ou ces outils demandent, par exemple, des achats. Donc quelqu'un doit approuver
l'achat. Quelqu'un doit approuver un contrat de service, par exemple, un marché de service. Quelqu'un, donc, c'est là qu'il y aura besoin d'approbation. Mais pour le passeport comme tel est une entente qui doit être signée par les deux parties. D'accord. Alors, on a plein de questions. On va répondre à ces questions dans un document peut-être Q&A. Luna, alors on a fini la première partie. On passe à la deuxième partie. Tout à fait et puis je veux encore, encourager, nos participants à se rendre sur canada.ca, pour voir, les ressources qui sont là pour, soutenir la mise en œuvre du passeport et on ajoute à ces ressources, de façon assez régulière. Nous avons aussi une page GCpedia pour le passeport qui comprend plein de ressources, y compris, des questions et réponses où je suis sûre que vous allez trouver des réponses à plein des questions que vous vous posez, mais de toute façon, nous tiendrons compte, des questions, que nous recevons aujourd'hui. Alors, nous allons passer à une deuxième partie de cet atelier et cette partie est 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 là pour illustrer finalement, heu, comment on en arrive à une entente, comment, on utilise le passeport et pour ça, nous avons 2 scénarios. Alors, nous avons des collègues qui ont très gracieusement accepté de jouer des rôles pour vous aujourd'hui, pour ces 2 scénarios, que nous allons vous présenter et je sais que, les scénarios ont été, ajoutés à l'invitation, à cet atelier et si vous ne les avez pas, je vous invite à suivre très attentivement avec nos acteurs pour une journée et nous vous les communiquerons si vous les avez pas, de façon ultérieure. Alors, voici pour notre premier scénario, je vais vous présenter une gestionnaire, Soumia, et une employée, Myriam. Et Soumia et Myriam vont avoir une conversation qui est un exemple de genre de conversation qu'on aimerait bien vouloir vraiment répéter bien souvent quand il s'agit d'adaptation au milieu de travail. Alors à vous, Soumia, bonjour et Myriam, bonjour et merci d'être ici. Alors, bienvenue Myriam. Je m'appelle Soumia, je suis votre gestionnaire. Vous avez peut-être remarqué que les RH ont mentionné le passeport pour l'accessibilité en milieu de travail dans votre lettre d'offre. Au cas où vous ne le savez pas, le passeport est un outil qui vous permet de documenter les obstacles que vous rencontrez dans votre milieu de travail et les solutions d'adaptation. Si vous en avez besoin et si vous ne l'avez pas fait encore, nous vous encourageons à remplir le passeport pour nous aider à rendre l'environnement de travail accueillant pour vous, accueillant que possible pour vous. Bonjour Soumia, merci de prendre le temps de me rencontrer aujourd'hui. Alors oui, je connais le passeport pour l'accessibilité et je trouve ça vraiment formidable qu'un outil comme le passeport existe pour soutenir le processus d'adaptation. J'ai déjà commencé à remplir mon passeport et puis j'espérais avoir une conversation avec vous au sujet des mesures d'adaptation dont j'ai besoin. Parfait. Si vous êtes à l'aise, est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous avez jusqu'à présent pour que nous puissions l'étudier ensemble? Tout à fait. Alors, je vais mettre mon passeport à l'écran pour que tout le monde puisse le voir. Je ne sais pas s'il a dit qui présentait l'écran. Je vais continuer. Alors, j'ai rempli la première section avec mes renseignements généraux et puis dans la deuxième section du passeport, j'ai indiqué mes obstacles et mes solutions. Les définitions contenues dans le document ont été utiles pour déterminer quels sont exactement les obstacles et les solutions, puis comment remplir cette section. Mon premier obstacle est lié à l'environnement physique de travail. Les distractions sur le lieu de travail font qu'il m'est vraiment difficile de me concentrer sur mon travail et mes tâches. J'ai proposé 2 solutions pour cet obstacle dans mon passeport. D'abord, j'aimerais pouvoir intégrer un temps de concentration dans mon emploi du temps,
Puis, pendant ce temps de concentration-là, j'aimerais avoir accès à des espaces calmes pour travailler. Et dans le passé, avez-vous été en mesure d'accéder à ces mesures d'adaptation? Oui, dans mon emploi précédent, mon gestionnaire était d'accord pour que je planifie vraiment des moments de concentration, dans mon calendrier et ça m'a aidé à réserver et il m'a aidé, pardon, à réserver régulièrement des espaces calmes. J'ai également indiqué ceci dans mon passeport. Parfait. Et je serai également heureuse de vous aider à mettre en œuvre ces solutions. Merci vraiment, Soumia, je suis vraiment heureuse de l'entendre. Et puis, je vais vous parler de mon deuxième obstacle, que j'ai documenté dans mon passeport. C'est lié à la communication sur le lieu de travail et puis à la gestion de mes tâches. Lorsque mes tâches, ne sont pas clairement définies, il m'est difficile de les accomplir en temps voulu. La première solution que j'ai proposée pour surmonter, cet obstacle, c'est d'avoir des conversations hebdomadaires avec vous pour définir mes priorités. La deuxième solution que j'ai proposée consiste à me fournir des tâches écrites plutôt que des tâches verbales. Dans le poste que j'occupais auparavant, mon gestionnaire me rencontrait de façon hebdomadaire afin de définir mes priorités. Et il dressait souvent, mais pas toujours, une liste de mes priorités par écrit. Ce sont des solutions que j'ai mises en place avec d'autres membres de l'équipe, alors il n'y aura aucun problème pour que cela soit possible pour vous. C'est bon à savoir. Et puis, dans la section suivante du passeport, j'ai fourni les coordonnées de mon ancien gestionnaire et je vois vraiment pas d'inconvénient à ce que vous le contactiez pour obtenir des renseignements complémentaires sur les solutions qui ont fonctionné pour moi dans le passé. Dans la section 3, j'ai aussi joint les sections de mon évaluation psychologique et audiologique qui documentent les obstacles qu'ils ont ciblés. Et toutes vos solutions sont documentées dans la section 4. Excellent. Merci de me guider dans ces documents. J'ai hâte de le recevoir et de le signer quand vous serez prête. Dans environ 6 mois ou lorsque les circonstances auront changé, nous pouvons avoir une nouvelle discussion pour nous assurer que vos solutions fonctionnent toujours et pour voir si quelque chose doit être ajusté. Est-ce que ça marche? C'est parfait pour moi, c'est merveilleux. J'ai vraiment hâte de travailler avec vous et puis avec votre équipe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous. Et merci infiniment encore à nos magnifiques actrices qui, dans la vraie vie, sont Soumia Benmeder, qui est analyste politique pour le Fonds habilitant en milieu de travail au Bureau d'accessibilité, et Myriam, qui est responsable de l'équipe de mobilisation, Myriam Lamontagne, qui est responsable de l'équipe de mobilisation au Bureau d'accessibilité en milieu de travail et qui est du bureau du Conseil du Trésor. Et comme vous avez vu, Soumia et Myriam ont illustré une situation simple, relativement simple, mais où elles ont vraiment démontré d'abord que le passeport appartient à l'employé et deuxièmement que lorsqu'il y a une discussion positive, on peut en arriver à des solutions. Merci encore une fois, Soumia et Myriam, pour votre participation. Et maintenant, nous allons passer à notre deuxième scénario, qui est un scénario un tout petit peu plus complexe. Pour cela, nous allons avoir encore Soumia, qui est notre gestionnaire de la journée, mais qui rencontre Victoria, qui est son employé ou et ensuite va se joindre à elle Marlene, qui est la spécialiste en mesures d'adaptation en milieu de travail. Alors, ce que vous allez voir dans ce scénario, c'est un petit peu une succession, une série de conversations qui se déroulent dans un espace de temps et qui vont permettre d'illustrer un autre exemple du passeport. Alors, Soumia, je vous passe le micro. Victoria, à vous la parole. OK. Désolée, mon
mon micro ne fonctionnait pas, mais je suis à mesure d'être avec vous maintenant. Bonjour, Soumia. Merci de me rencontrer. La semaine dernière, je vous ai présenté mon passeport dûment rempli et j'espérais que nous pourrions profiter de cette occasion de déterminer quelles mesures d'adaptation peuvent être mises en place pour m'aider dans mon travail. Absolument, je suis heureuse que nous ayons cette conversation. Je veux m'assurer que l'environnement de travail est accessible pour vous et pour tous les employés du laboratoire. Parfait. Comme je l'ai souligné dans mon passeport, il y a plusieurs problèmes d'inaccessibilité dans le labo qui doivent être réglés. Tout d'abord, je suis confrontée à un obstacle au moment d'attendre et d'ouvrir les armoires pour avoir accès au matériel. Les portes de l'armoire sont assez lourdes et les étagères de l'armoire elles-mêmes sont d'auteur sur le mur et difficiles à atteindre. Comme deuxième obstacle, que j'ai relevé, c'est le manque de postes de travail ajustables dans le laboratoire. Mon bureau est assez étroit et n'est pas réglable en hauteur. Les déplacements dans le laboratoire et la manipulation du matériel sont donc très difficiles. Ce bâtiment est assez vieux, alors ce n'est pas étonnant de constater que vous devez surmonter ces obstacles avec l'environnement bâti, mais il n'y a jamais eu d'employé qui ait eu besoin de ce type de mesures d'adaptation. Avant de discuter des nouvelles solutions, pouvez-vous me dire si vous avez été confronté à des obstacles similaires auparavant et quelles mesures ont été efficaces pour vous? Eh bien, le laboratoire où j'ai travaillé précédemment était relativement récent. Les caractéristiques d'accessibilité étaient très nombreuses. Dans la plupart des laboratoires, au moins un poste de travail, voire tous les postes de travail, étaient dotés d'un bureau réglable et suffisamment large pour être accessible à un fauteuil roulant. Dans ce travail, je n'utilisais pas souvent les étagères et je n'ai donc pas de solution en tête pour cet obstacle-là. Les solutions que vous avez présentées me semblent excellentes. Je crois qu'il faut faire appel à une spécialiste de l'aménagement en milieu de travail pour nous épauler dans la recherche de solutions aux problèmes d'étagères et d'armoires. On peut commencer par fixer un rendez-vous avec le spécialiste. Je vais envoyer l'invitation à vous deux afin que vous pouvez échanger des renseignements sur vos besoins avant la rencontre. Il existe plusieurs solutions au problème d'étagères. Ma première suggestion est de construire des tablettes d'armoire à étages dans tout le laboratoire. Avec les tablettes à étages, les employés peuvent ranger le matériel à une hauteur qui leur est accessible. Je recommande également de retirer toutes les portes d'armoire non essentielles pour faciliter l'accès au matériel. Pour le matériel qui doit être rangé dans des armoires, le matériau utilisé pour les portes doit être plus léger et s'ouvrir automatiquement lorsqu'on les pousse légèrement sur les coins. Mais merci, ces solutions semblent excellentes. Je pense qu'elles peuvent permettre d'éliminer certains des obstacles que je dois surmonter. Oui, merci de nous offrir ces solutions. Je les présentais à la direction des bâtiments avec les autres solutions dont nous avons discuté et je prendrai les mesures nécessaires pour acheter l'équipement et le faire installer. Alors, bonjour Victoria. Je voulais savoir comment les mesures d'adaptation fonctionnent jusqu'à présent. Bien, merci, Soumia. Il est beaucoup plus facile maintenant de faire mon travail. J'estime que je peux travailler dans le laboratoire de manière beaucoup plus autonome. J'ai également constaté que je termine mes expériences et mes rapports dans un délai plus rapide. J'ai l'impression d'être beaucoup plus productif dans cet espace de travail qu'auparavant. Je suis contente de l'entendre. On peut planifier une autre rencontre dans à peu près 6 mois pour nous assurer que toutes les solutions sont toujours efficaces. Et s'il y a des changements dans l'intervalle et que vous constatez que vous devez surmonter de nouveaux obstacles, que vous avez besoin de nouvelles solutions ou d'ajustements aux solutions existantes, n'hésitez pas à me contacter pour que nous pouvons passer en revue à votre passeport. Mais c'est génial, Soumia. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et encore un énorme merci à nos 3 participantes, Soumia comme gestionnaire,
Victoria comme employée et Marlene comme spécialiste en adaptation en milieu de travail. Alors, encore une fois, dans la vraie vie, Soumia fait partie du bureau d'accessibilité comme analyste de politique. Victoria travaille du côté de Travail Canada et aussi, Victoria, si vous me le permettez, fait partie du cercle de connaissances, du cercle du savoir. C'est le cercle du savoir des employés autochtones pour le gouvernement du Canada. Et merci beaucoup, Lunia, pour le tout que vous faites. Excellent, merci à vous. Et Marlene Archinoff, qui est spécialiste en mesures d'adaptation en milieu de travail au programme d'accessibilité, d'adaptation et d'accessibilité aux technologies avec Services Partagés Canada. Alors, encore une fois, j'ai massacré le nom de votre programme, mais Marlene, c'est magnifique de vous avoir aujourd'hui parce que vous jouez exactement le rôle que vous jouez dans la vie, c'est-à-dire de donner des conseils en matière de mesures d'adaptation. Et en fait, le scénario qu'on vient de voir, qui s'étale dans le temps un petit peu, ou alors on a vu une première conversation initiale entre Soumia et Victoria, et on a vu l'évolution de la conversation, et on a vu notre gestionnaire refaire le point avec l'employé pour s'assurer que tout fonctionne bien. C'est vraiment, ça illustre vraiment la démarche que le passeport soutient. Ça illustre vraiment la façon dont le passeport peut faciliter l'accès aux adaptations en milieu de travail. On s'entend bien qu'on a vu deux exemples différents, un où c'était des mesures d'adaptation et un où on avait besoin d'acheter de l'équipement ou d'aménager de l'équipement. Et les exemples ne manquent pas et nous continuons à publier des ressources qui montrent, qui illustrent l'utilisation du passeport et nous continuerons à le faire aussi également à travers ces ateliers. Alors, merci encore infiniment à toutes nos participantes pour votre contribution. Et nous arrivons à la troisième partie de cet atelier qui va être encore une série de questions-réponses sur des aspects importants du passeport et je réinviterai ma collègue Clara à se joindre à moi pour ces questions-là. Et cette fois-ci, c'est moi qui pose les questions. Enchantée d'être ici encore une fois, Luna, avec vous. Merci, Clara. Eh bien, alors, nous allons parler du passeport comme tel. Alors, je rappelais tout à l'heure que le passeport appartient à l'employé. En ce moment, le passeport est un document Word qui est vraiment un document simple. Donc, il est simple à remplir. Il n'est pas simple à remplir au niveau du contenu, mais il est certainement simple à remplir au niveau de pouvoir y consigner des informations. Mais que dois-je faire avec mon passeport une fois que je l'ai rempli? Est-ce que je m'assure que je peux m'y référer par la suite, que je peux partager des informations? Comment dois-je sauvegarder mon passeport, Clara? Bonne question, Luna. Alors, il faut que quand vous avez rempli votre passeport, vous pouvez le conserver dans un document Microsoft Word qui est facile à trouver. Vous pouvez, par exemple, mettre en copie sur votre ordinateur personnel. Et c'est à vous de partager le passeport avec votre responsable, avec votre gestionnaire. Le passeport ne peut être copié ou partagé sans votre consentement. Et une fois que vous avez un passeport complet, nous vous recommandons de le revoir tous les 6 mois ou moins ou lorsque votre situation change. Excellent. Excellent. Et c'est le formulaire ou le document Word se trouve, encore une fois, je vous le rappelle, sur canada.ca. Vous aurez toutes les informations à la suite de cet atelier.
Et ce document est important et il appartient à l'employé. Alors ces messages sont très, très critiques. Mais par contre, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que votre gestionnaire ne saura pas, quels obstacles, vous trouvez, lorsque vous faites votre travail. Il ou elle, ne pourra pas mettre en place des mesures d'adaptation si vous ne partagez pas les informations nécessaires avec lui ou elle. Alors, ma deuxième question vraiment a trait à la protection de mes renseignements personnels. Comment puis-je m'assurer? Et vous en avez parlé, vous avez fait allusion à ça dans votre première réponse, mais comment puis-je m'assurer que mes renseignements soient protégés et qu'ils ne se retrouvent pas un petit peu partout? Bonne question. Alors, votre passeport ne doit contenir que des informations sur les obstacles que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez sur votre lieu de travail, au milieu de travail. Vous ne devez pas partager d'informations personnelles dans votre passeport ou sur la raison de votre obstacle ou sur l'état de santé ou médical qui contribue à cet obstacle. C'est que vous allez organiser votre passeport à propos des obstacles, par exemple liés à la communication ou des obstacles liés à l'information, accès à l'information, des obstacles liés à l'organisation du travail ou à l'environnement bâti. Là, il faut ne pas utiliser le passeport pour documenter des informations personnelles ou médicales. Merci, Clara. Une autre question importante, en fait, c'est comment, d'abord, comment je partage mon passeport? Et deuxièmement, est-ce que je vais pouvoir utiliser mon passeport, par exemple, quand je change d'emploi, quand je change d'organisation ou quand mon gestionnaire change? Très Alors, bonne comment question. partager le passeport et Oui. qu'est-ce qui arrive quand je change d'emploi? Oui, alors, vous êtes le propriétaire de votre passeport, comme vous avez dit avant et comme vous avez vu dans le petit discussion avec le gestionnaire et l'employé. Le passeport appartient à l'employé ou à l'utilisateur du passeport. Alors, il peut donc décider qui a le droit de consulter ce passeport. Il peut choisir de remplir le passeport et de le conserver comme un dossier personnel sans le partager avec son supérieur ou avec son gestionnaire. Ça dépend de sa situation dont l'employé se trouve. Et si vous changez de travail, par exemple, ou si vos circonstances changent, vous pouvez partager le passeport avec votre nouveau gestionnaire. Vous pouvez l'utiliser à documenter les changements qui arrivent à propos de vos obstacles et vos solutions. Alors, nous recommandons toujours de toujours documenter dans votre passeport les changements dans vos circonstances, que vous mettez à jour votre passeport régulièrement. Merci Clara. Et en fait, c'est important de dire que on a eu beaucoup de questions au sujet des changements d'organisation. Alors, le passeport est là pour faciliter euh, la mobilité des employés. Donc, il permet encore une fois de faciliter le transfert d'équipements lorsqu'il s'agit d'équipements. Il permet également, comme vous avez vu dans le premier scénario que Soumia et Myriam nous ont présenté, il permet également de dire aux nouveaux gestionnaires, écoutez, je sais, je sais les solutions, je les ai déjà essayées, elles fonctionnent et donc ça facilite, ça accélère en fait la mise en œuvre de solutions dont on sait qu'elles fonctionnent.
Et ça, c'est très, très important parce que même si le nouveau gestionnaire, ce n'est pas lui ou elle qui a signé l'entente initiale du passeport, il ou elle a quand même une référence et ça permet de donner les bases à une conversation entre l'employé et le nouveau gestionnaire. Et on invite évidemment, on encourage les gestionnaires à tenir compte, de ce qui passé auparavant, à tenir compte de ce que l'employé suggère en tant que mesures d'adaptation qui ont fonctionné dans le passé pour, encore une fois, accélérer le processus, pour que les mesures d'adaptation soient mises en œuvre le plus rapidement possible parce que c'est là que la personne va devenir le plus productive possible. Alors, nous arrivons à la conclusion de la partie plus formelle de cet atelier. Euh, Nous avons grosso modo une demi-heure que nous pouvons passer à répondre aux questions, à vos questions et commentaires que vous